Ok Méné, dernièrement on a parlé des top liners, de la place des plateformes de streaming dans l'industrie de la musique, des DJ ou encore de la SACEM. Aujourd'hui on va parler d'un rôle qui est très important, c'est le beatmaking. On a le BG qui a placé des prods sur Future. The Weeknd. Ateyab. Jockey est au-dessus, Jockey est on fire, fire, fire. Même Doucet. L'ossa, dis-moi quel est le fuck. Dis-moi pourquoi les gens sont autant dans l'abus. Est-ce que... High Classified, mon BG. Il a aussi placé des prods sur un artiste que vous connaissez très bien qui nous a récemment parlé du top lining. C'est Tortoise, mon BG. Alors pour bien comprendre le beatmaking, il puise ses sources des DJ et des block parties des ghettos américains des années 70. Le beatmaker, c'est celui qui compose les morceaux instrumentaux sur lesquels les artistes vont poser. Les sons sont souvent créés à partir de samples, des morceaux de chansons déjà existants, des paroles, etc., accompagnés d'une boîte à rythme et d'arrangements. Certains sont devenus très convoités grâce à leur popularité, à l'image de DJ Premier, Afrika Bambaataa ou encore Dr. Dre. En 1979, la première boîte à rythme numérique a été produite par Roger Linn, la Linn LM1. Et l'année suivante, la boîte à rythme Roland TR-808 est devenue l'un des instruments électroniques les plus populaires jamais fabriqués, contribuant à produire plus de disques à succès que toute autre machine. Bon, elle n'était pas aussi sophistiquée que la LM1, mais elle représentait environ un quart du prix de celle-ci, mais elle était donc plus attrayante pour les jeunes artistes hip-hop qui produisaient leur propre musique. La 808 n'a été fabriquée que pendant 3 ans, mais on en trouve plein d'occasions et elles ont été utilisées dans certaines des musiques hip-hop les plus emblématiques, comme l'album des Beastie Boys, Listens to Ill. Ils ont combiné des samples de classiques du rock avec les rythmes de la LO8. La technologie a progressé hyper rapidement dans les années 80 avec la sortie de la EMU SP12 et peu après la SP1200 qui pour la première fois avait la capacité de construire une chanson en utilisant un seul appareil portable. Le MPC60 est sorti en 1988, fruit d'une collaboration entre le fabricant Akai et le producteur Roger Linn. Le séquençage MIDI et l'échantillonnage audio étaient désormais combinés à un ensemble de pads de performance sensible à la vélocité et à l'après-touche. Des mélanges complexes de samples de plusieurs genres étaient enregistrés par des producteurs tels que Dr. Dre, le Prince Paul et les Dust Brothers. Dans les années 90, la société Akai a continué à développer son équipement initial avec des machines combinant une boîte à rythme et un séquenceur MIDI embarqué. Et un nouveau style a été mis en avant avec la sortie en 1994 de Ready to Die de The Notorious Big où le producteur Didi et ses assistants ont samplé des sections entières de disques au lieu de courts morceaux de chansons. Dans les années 2000, ce type d'échantillonnage a atteint son apogée avec des producteurs comme Kanye West et Just Blaze qui ont samplé des disques soul pour l'album The Blueprint de Jay-Z. Ça a duré jusqu'en 2004, jusqu'à ce que la cour d'appel américaine à Nashville vote une loi contre la violation des droits d'auteur qui exige de posséder une licence du morceau samplé. Après cette décision, une évolution vers l'instrumentation en direct a commencé. Au cours des 20 dernières années, les stations de travail audio numérique aka les DAW et les séquenceurs logiciels ont été utilisés dans une grande partie de la production hip-hop moderne. Et l'un des premiers DAW encore utilisés aujourd'hui est le Cubase de Steinberg, sorti à l'origine en 1989 pour les Atari 520 ST, 1040 ST et le MIDI uniquement. Depuis lors, une tonne de DAW ont fait leur apparition sur le marché, ce qui a changé la façon de produire la musique d'aujourd'hui. Et même si certains producteurs sont opposés à une utilisation totale des DAW, car d'après eux, les instrus créés de cette manière manquent d'identité, la demande n'a jamais cessé d'augmenter et la technologie continue d'évoluer jour après jour. Vous avez toutes les infos, c'est parti pour la suite, Babanks. Donc du coup, on va se demander comment percer en étant beatmaker et comment placer des prods sur des gros artistes. Comme d'hab, likez, partagez, commentez, mais né, on va parler de ça au bureau. On est ensemble, Babanks. Comment t'as fait pour commencer à t'intéresser à la production beatmaking? Wow. En fait, ça fait environ 9 ans que je fais du son. C'est mon frère puis mon cousin qui rappaient, puis j'étais ami avec eux, puis je voulais vraiment faire la même affaire qu'ils faisaient, mais je pouvais pas rapper, tu comprends? J'ai pas vécu grand chose dans ma vie, fait que j'ai juste commencé à faire du son. J'ai téléchargé FL, commencé à faire des beats, puis c'est comme ça que ça a commencé. Tu peux expliquer ce que c'est FL pour ceux qui connaissent pas? C'est un logiciel pour faire des beats dans le fond. C'est pas mal le logiciel que tout le monde utilise présentement. C'était sur PC avant. Présentement, je suis sur Logic, mais j'étais sur FL parce que j'avais un PC. Là, j'ai acheté un Mac. Dans le temps, il n'y avait pas FL sur Mac, donc j'ai switché à Logic. Quand t'as commencé le son, du coup, tu faisais du son avec tes potes. Ouais. Et c'était genre à partir de quel moment t'as switché entre faire du son avec tes potes et du coup ta famille, parce qu'il y avait ton ref, tout ça. Ah, voilà, tu t'es dit, ouais, vas-y, je vais taffer avec des artistes. Comment ça s'est passé? Genre, t'as raté l'école, tout ça? T'étais à l'école comme tout le monde et à un moment donné, t'as sorti une prod et... En gros, ça fait 4-5 ans que je prends ça au sérieux. Puis j'ai mis mon 100% là-dedans quand j'ai rencontré mon
manager justement qui est juste venu chez moi une journée, puis il m'a tout breakdown ce que je faisais. Moi je me voyais pas en tant que produit, je voyais pas mon truc en tant que travail. Je faisais juste du son pour m'amuser, puis j'allais au school, tu comprends? Puis à un moment j'ai juste commencé à prendre ça au sérieux, j'ai commencé à faire des tournées, puis en même temps j'allais à l'école, j'étudiais en informatique, je me suis rendu compte que je pouvais pas faire les deux, puis j'ai juste lâché l'école. T'as quand même eu une partie où comme tu dis, tu prenais pas entre guillemets pas ça au sérieux. C'est quand même à ce moment-là que t'as commencé à placer avec des personnes entre guillemets connues ou... Non, je faisais des beats dans mon sous-sol, puis aucunement connu, je faisais aucun placement. J'ai lâché la musique avant de commencer à faire des gros placements en fait, parce que je faisais des DJ sets aussi, tu comprends? C'était une autre histoire. Ah, parce que t'as aussi le côté où tu mixes aussi, c'est ça? C'est ça, je mixe un peu, exact. À partir du moment où tu t'es dit sérieusement je vais en faire un taf, etc. Comment t'as fait pour tes prods, elles atteignent certains artistes et tout ça? Par où t'es passé, de passer sur internet, par quel site? Quand tu sais pas comment placer tes prods, c'est quoi les premières étapes? Au début là, dans mon temps, là, 8 ans, il y avait un site qui s'appelait SoundClick. Puis SoundClick, c'est un site qui donnait des prods, tu pouvais vendre des prods ou tu pouvais donner des prods gratuites, genre. Mais c'était dans le temps, je sais pas si tu connais Johnny Giuliano. Ouais, c'est ça. Ben, lui, il était extra populaire dans ça, genre. Fait que j'ai commencé sur SoundClick. Mes beats, c'était de la merde. Personne n'achetait rien, personne n'utilisait rien. Puis à un moment, quand SoundCloud a commencé, c'est là vraiment que ça a explosé parce qu'il y a un artiste qui s'appelle Lunis qui jouait beaucoup mes trucs en live. C'est à partir de là que les gens ont commencé à m'écouter sur SoundCloud. Puis là, boum, j'ai commencé à prendre plus au sérieux. Pour moi, SoundCloud, c'était mon placement. Avoir un 10 000 vues en une journée sur SoundCloud, pour moi, c'était mieux qu'un gros placement, tu comprends? Il jouait tes prods en live? Ah ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Lunis a joué une de mes prods en live qui s'appelle Drama Trap. Puis basically, quelqu'un l'a leak de son set, il l'a mis sur YouTube, puis il a dit genre unreleased song from Lunis. Lunis a écrit dans les commentaires no, it's a high classified song. Et que là, tout le monde a commencé à me chercher, puis c'est là que ça a commencé un peu. Comment, une fois que tu as eu les contacts avec les artistes, comment tu t'as est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce que tu envoies les prods? Est-ce que tu donnes des directives? Ouais, je suis plus dans cette vibe-là. Comment ça se passe? On va repartir de plus loin. C'est comme vous avez dit, comment on fait pour placer. Généralement, la plupart des gens qui placent de nos jours, c'est qu'ils signent un contrat d'édition, puis les labels vont les mettre en studio avec les artistes. Moi, je me suis toujours dit, je vais me rendre le plus loin possible sans avoir à utiliser cette option-là, tu comprends? Fait que mon but, c'est d'avoir une bonne relation avec l'artiste avant pour pouvoir me mettre en studio avec. Donc, comment j'ai eu le placement avec The Weeknd? J'ai reçu un email random de son producer qui m'a dit, on veut travailler avec toi. Puis à partir de là, j'ai essayé de jouer avec la situation pour avoir une bonne relation avec les gars pour que quand je vais à Toronto, ce qui est à 6 heures de Montréal, je puisse placer avec eux, je puisse m'en faire mon studio avec eux. C'est comme ça que j'essaie de faire avec tout le monde. Quand j'ai placé avec Dossier, quand j'ai placé avec Joke, je travaille avec Damso aussi, c'est vraiment based off relationship. Quand je sens que genre ça va mourir à un moment puis j'aurai pas le choix de passer par les labels, ben là je vais aller prendre les offres qu'on peut faire. Fait que moi c'est vraiment différent de plusieurs personnes, c'est vraiment based off relationship. Je préfère connaître les artistes ou les beatmakers avant de... Tom il joue sa live aujourd'hui. À la recherche. C'est toute sa vie mon gars, vas-y gros. Je viens pêcher le knowledge, tu connais? Ouais, du coup tu préfères entre guillemets connaître l'artiste personnellement avant de travailler avec lui du coup. Ouais, ben tu sais c'est pareil pour moi et Torta, je trouve que mon style de production c'est pas vraiment un top 4. Genre les artistes me disent souvent envoie-moi des beats. Ils veulent un gros pack de 40 bangers puis ils veulent écouter ça au studio. Ils sont sous, ils s'amusent. Mais moi c'est vraiment que je trouve que mon style de production c'est pas forcément des bangers. Je peux faire des bangers mais c'est vraiment plus personnel. Fait que c'est pour ça que j'aime ça m'asseoir en studio avec Tortoise puis faire un beat from scratch parce que je veux que ce soit comme un feel, genre tu comprends? Genre au fur et à mesure qu'on produit, ben tu sens le beat genre. Fait comme ça lui il peut performer beaucoup mieux sur la chanson que si en studio j'envoie un banger, il rec dessus pis c'est comme ok c'est un top 40. Moi ce que je voulais dire c'est que c'est vrai que genre moi c'est vrai que je travaille avec pas mal de beatmakers, enfin j'ai eu l'habitude de travailler, bah après je m'entends bien avec lui comme aujourd'hui c'est comme mon frère, mais à l'époque quand on a commencé à travailler ensemble c'est vrai que j'ai compris directement que j'allais pas pouvoir travailler avec lui comme j'ai travaillé avec tous les autres beatmakers, c'est à dire que déjà si tu veux taffer sur du high classified ça sonnera high classified. En fait c'est ça qui est hyper important, c'est que il faut aimer sa patte parce que c'est genre moi il y a des artistes, enfin des beatmakers avec qui je vais en studio et je leur dis je donne pas forcément une ref mais je vais dire ok bah j'aime bien ce style de son, tu peux me faire ça. Je sais très bien qu'avec Class c'est pas ça, c'est-à-dire qu'avec Class on va aller au studio, il va commencer une mélodie et c'est à partir de cette mélodie je vais dire non ça j'aime pas, par contre fais-le plus comme ça, mais je sais très bien que les drums qu'il va faire ça va sonner avec Class, ça veut dire qu'il a vraiment sa couleur à lui, c'est réel mais tu peux me faire écouter 500 beats maintenant tout de suite, tu m'en fais jouer un de lui et je le reconnais parce qu'il a vraiment un truc à lui, je le reconnais sur ses kicks, sur ses snares, sur ses hi-hats, même sur ses mélodies.
aussi. Toi, même des fois, ça m'arrive en studio, je suis avec d'autres beatmakers, ils cherchent des suites d'accords, et à un moment, il va faire une suite d'accords, je dis, oh, ça donne une classe de ouf. Parce qu'il a ces trucs à lui, il a réussi à créer, en fait, comment expliquer, à pas, genre, voir la vibe qu'il a. En fait, il suit jamais la tendance du moment. Est-ce que pour toi c'est négatif, genre les beatmakers qui se disent ah là il y a une tendance, je fais ça, là il y a une autre tendance, je fais ça, et qui ont pas forcément genre leur signature mise à part le tag, tu vois. Que des fois il y a des mecs, tu reconnais leur son juste parce qu'au début il y a le nom, mais en réalité si tu prends les instrus et que tu les compares, il y a pas de rapport entre les instrus. En fait, je comprends que tu puisses faire ça parce que bah faut manger, tu vois. Donc un mec qui choisit de faire ce qui marche, bah je peux comprendre, tu vois. Comme un chanteur peut faire ce qui marche parce qu'il a envie de manger, mais je trouve ça tellement respectable de un mec comme lui. Et c'est justement, tu vois, moi pour moi c'est un artiste, c'est un vrai artiste à part entière. D'ailleurs, tu vois, quand il mixe, il joue ses prods. C'est un des seuls gars, c'est un DJ, quand il joue des prods. Et les gens en club, même en France, moi ça me fait rire, et les gens ils sont pas habitués, genre. Les gens ils aiment écouter des sons, et lui quand il vient en France, bah il fait écouter ses instrus, tu vois. Et c'est ça qui fait que c'est un vrai artiste, c'est qu'il a une vraie couleur à lui et que tu peux le reconnaître à côté de plein d'autres beatmakers, tu vois. C'est une question de longévité après, tu comprends? Si présentement ce qui est chaud c'est des beats super dark qui frappent vraiment, tu vas faire ça quoi? Tu vas faire du son pendant 3 ans. Tu vas être très limité avec quel artiste tu veux travailler, tu comprends? Comme moi de mon côté, je pourrais autant aller en studio avec Tortoise que je pourrais aller en studio avec le rappeur le plus dark de France que je pourrais aller au studio avec Clara Luciani, tu comprends? Fait que c'est vraiment genre une question de versatilité, genre. Juste un truc par rapport à ce que vous dites, ça me fait grave penser à l'univers du tatouage, un peu. Tu sais, tu vas chercher des gars pour leur style et ainsi de suite, et t'as beaucoup aussi de salons de tatou qui tatouent tout le monde et pour les trucs que tout le monde veut, tout ça. Et ça me fait grave penser à ça, et je trouve c'est cool que les producteurs soient des vrais artistes aussi et qu'ils aient leurs pattes, et que genre comme tu disais, genre quand t'entends le truc, tu sais que c'est lui, tu sais, et ça me fait penser à des mecs comme à l'ancienne des Timbaland, toi tous ces gros producteurs, ont tellement grosses pattes sur leur son que tu reconnais directement qui c'est quoi. J'ai une question liée directement à ce que Cosmo vient de dire. Qu'est-ce que vous pensez vous des tags dans le beatmaking? Genre, pendant longtemps quand on écoutait de la musique avant, c'était pas encore beaucoup à la mode, mais t'arrivais à reconnaître les sons. Il y a la cité Timbo, il y a Scott Storch par exemple, il y a Pete Rock, tous ces gens-là ils ont leurs pattes, du coup tu reconnais. Premier chez qui j'ai découvert le tag c'était S2K. À chaque fois, de ces prods, il y avait S2K. Et moi, je trouvais ça trop stylé. Je suis mais c'est trop bien. Du coup, est-ce que vous, les beatmakers, vous validez ça ou vous préférez plus ça? Moi, j'adore ça, c'est incroyable. Quand j'ai placé justement avec Future et The Weeknd, ils ont gardé le tag. Le beat était dans NBA 2K18, je pense. Puis genre, à chaque fois que les gars jouaient, j'entendais mon nom. Je trouvais ça incroyable. Mais moi, je trouve que c'est une belle identité. Ça identifie bien le beatmaker puis tout. Je trouve que c'est stylé. Je trouve vraiment que c'est stylé. Il y a des tags qui sont un peu whack, mais moi, je trouve que si t'es créatif avec ton tag, je trouve ça nice que tu le mettes dedans. C'est quoi tes tags préférés? Mon tag préféré, c'est... wow. Bonne question. J'aime beaucoup le tag de Freaky. Je sais pas si tu connais Freaky. Freaky, c'est sur le beat. Je trouve ça nice. Johnny Giuliano, back then, il y avait JohnnyGiuliano.com, puis ça frappait au com, c'était malade. Oh, Metro Booming, excuse-moi de te couper. Metro Booming, Want Some More, ça c'est fou, ouais. Du côté en tant que rappeur, tu vois, moi ça me dérange pas justement. En fait, moi, genre c'est pas que je trouve ça stylé, mais je comprends en fait qu'un beatmaker veuille mettre son tag. J'ai jamais enlevé un, parce que je sais qu'il y en a, ils font au mix. Bah au mix, le gars t'envoie, le beatmaker t'envoie ses pistes, et en vrai, bah dans ses pistes il y a le tag. Si tu veux, tu le tèges et au calme, tu vois. C'est ton, enfin, tu vois, c'est ton son, tu l'as payé, si tu veux, tu peux l'enlever, tu vois. Mais je l'ai jamais enlevé parce que je comprends un mec. Et si les tags sont apparus, c'est aussi parce que les beatmakers, ils avaient pas assez de reconnaissance, je pense, et les rappeurs leur donnaient pas assez de lumière, donc ils ont inventé cette méthode-là, et je pense que c'est bien aussi de leur rendre le truc, parce que frère, c'est 50% du son. Mais les rappeurs font des tags. Ouais, mais totalement. Un bon beat, des fois il y a des mecs qui ils rappent pas ouf dessus, mais le beat est tellement lourd que bah, ça glisse, tu vois, le son il glisse. Et ça va avec le fait que genre le beatmaker il veut être aussi reconnu en tant qu'artiste et pour avoir d'autres collaborations, tu vois. Parce que moi j'aime bien les deux, mais j'ai quand même une préférence, genre tous les Pharrell, les Timbaland, il y en a plein, tu vois, il y en a plein. Leur sonorité, tu l'entends et t'as pas besoin qu'ils mettent une voix où, après, généralement, Pharrell, il met ses vibes ou il fait des couplets sur ses sons, tu vois, dernièrement. Mais tu reconnais tout de suite, tu vois. Et je préfère ça. Je préfère ça à avoir, même si je trouve ça cool d'avoir le tag, je préfère quand même me dire, ah putain, j'ai même pas calculé, mais c'est une prod de tel ou tel beatmaker. Je kiffe ça. Dernier point par rapport à ça, c'est juste que, aussi à l'époque, quand les tags n'étaient pas très à la mode, t'avais les rappeurs qui faisaient le tag, qui citaient le beatmaker à la fin du son. Et ça, je trouvais ça trop stylé, frère. Je trouvais ça trop stylé. Vu qu'on a deux artistes, entre guillemets, de deux continents différents, la culture
culture au niveau du beatmaking, elle est différente. C'est-à-dire que tu vois plus, toi, peut-être aux États-Unis ou justement à Montréal, des beatmakers qui font tout de A à Z comme toi. Ou alors, c'est pareil, il y a, dans le monde de la musique, de manière globale, il y a beaucoup de préfabriqués et de gens qui envoient des beats par mail et qui posent dessus. Je me demandais ça en vrai. C'est vraiment, vraiment différent la culture du beatmaking en Europe versus l'Amérique du Nord. Première chose, c'est fou, genre, mais à Montréal, les producers sont vraiment vus avec une image. Comment fait qu'on va dire les main producers à Montréal, ce serait Kaytranada, ce serait moi, ce serait Tommy Cruise, genre. Ça, c'est tout du monde qui ont une identité, un personnage, genre. Fait que c'est vraiment, à Montréal, les producers, c'est plus des artistes. Mais je veux dire qu'en Amérique aussi, tu sais, ça varie vraiment, ça varie vraiment. Même la culture en termes de comment vivre de ça, c'est vraiment différent. Genre, ce qui rapporte beaucoup d'argent, c'est les placements télé. On fait beaucoup de placements de pub. Genre, imagine, on va s'enfermer en studio puis on va faire de la musique pour des émissions de télé, pour des films, pour des jeux. Ça, c'est quelque chose qui paye beaucoup. Comparé en France, je pense pas que les producers font vraiment de placements télé. Justement, moi je remarque, tu vois, parce qu'on discute beaucoup, et je remarque que là-bas, ils sont beaucoup plus considérés comme des artistes. J'ai passé un mois chez lui à Montréal, et je voyais qu'il avait quand même pas mal d'interviews, des placements à faire pour d'autres trucs que juste de la musique. Et c'est vrai que je travaille avec plein de gars en France, et c'est beaucoup moins ça. C'est vraiment, ils envoient les... ils envoient les prods aux rappeurs et terminé, tu vois. C'est pas de leur faute à eux, c'est de la faute, tu vois, de peut-être que les marques, ils veulent pas mettre ça en avant aujourd'hui, enfin, ou j'en sais rien, tu vois. Après, que ce soit de leur faute ou pas, là, c'est en train de changer. Genre, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans, il y a grave même des sujets médias qui sont faits sur les beatmakers et tout. Du coup, je pense qu'ils commencent à être mis en avant. Il y a même des formats qui sont créés juste autour d'eux, tu vois. Des formats, que ce soit Bouscapé notamment, qui a sorti un format assez intéressant sur ça. Mais il y a un autre truc, c'est que les beatmakers, maintenant, même en France, ils commencent à sortir des vrais projets. Mid-Caesar notamment, que moi j'ai kiffé, tu vois, où ils ramènent des rappeurs. Et c'est leur projet. Et Casboy l'a fait aussi. Je crois que Seven Joes avec Sizi, ils ont fait un projet en collaboration qui est sorti là. Et je trouve ça vraiment intéressant que justement les producteurs français commencent à rentrer vraiment sur la scène rap. C'est aussi Sizi notamment, dernièrement, c'est parce qu'il travaille beaucoup avec Val. Et Val, c'est devenu un très gros rappeur en France. Du coup, les beatmakers, ils sont beaucoup plus reconnus un peu. Metro Boomin aussi, il sortait, il y a comme depuis un bout là, il avait 19 ans, il a sorti un projet qui s'appelle 19 and Boomin. C'est toutes les classiques songs avec Future, Young Thug et tout. Je pense que c'est un des premiers producers qui a fait justement un projet avec des rappeurs dessus. Est-ce que cette différence de culture dans le beatmaking peut changer la donne en France par rapport aux beatmakers? Parce que j'ai l'impression qu'ici, il n'y a pas la même mentalité qu'en Amérique du Nord. Par exemple, il y a des beatmakers qui vont se faire attraper sur les réseaux parce qu'ils ont déjà utilisé des samples sur Looperman, tout ça. Tandis qu'au State, j'ai l'impression là-bas, personne calcule cet aspect-là. Les prods, elles glissent chez eux, quoi, par rapport à ici. C'est vraiment différent, la culture, en termes de revenus dans ça. Genre, tu comprends? Genre, ici, c'est un peu dog eat dog. Genre, tout le monde veut placer avec les gros artistes. Moi, si je place pas avec un gros artiste, c'est pas grave parce que, je peux faire un placement publicité avec Mercedes-Benz. Je peux faire un placement publicité, genre, pour telle émission. Fait que c'est sûr qu'ici, c'est plus dog eat dog. Il y a beaucoup plus compétitif ici qu'aux États-Unis. Tu comprends? Aux États-Unis, pas mal, tout le monde est uni. Les gens ont pas honte d'emprunter des samples. Les gens ont pas honte de travailler avec plusieurs personnes. Considérer qu'ici, je pense que c'est un peu en retard que les gens, il y a une certaine fierté de vouloir, genre, faire leur son à 100%, puis un peu de jalousie un peu partout. Fait que là, c'est sûr que les gens exposent les autres. Il y a aussi une différence par rapport à la culture sample aux États-Unis et en France, par exemple. Aussi à l'utilisation, je pense que les samples sont protégés différemment. Je ne saurais pas dire comment. Ici, tu peux pas les utiliser de la même manière qu'en sample aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup samplé la musique des années 70, 80, parce que c'était pas autant protégé que les sons ici. Genre ici, si demain Monroe veut sampler Johnny Hallyday, frérot, ça va être compliqué. Ça va coûter bonbon. Genre. Il y a un autre aspect aussi, c'est que dans la culture américaine, le sample c'est plus vu comme un hommage qu'ici, tu vois. Il y a très peu d'artistes ici que j'entends et tu sais qui vont utiliser un sample parce qu'ils sont connectés avec la personne dont ils ont pris le sample, sauf Monroe qui le fait régulièrement, tu vois. Même si tu regardes les artistes, tu sais, non seulement ils samplent d'autres artistes en plus anciens, mais ils piquent même des phases. Tu vois souvent Ace Wood qui prend une phase chaude d'un autre rappeur, et 2 Chainz qui fait ça, etc. Et ça, je trouve que c'est pas encore assez développé ici, tu vois. Est-ce que t'as une formation musicale? Parce que tout à l'heure, Tortoise disait que tu jouais du piano, c'est ça? Non, je joue à l'oreille depuis 8 ans, je joue à l'oreille, j'ai jamais appris, mais là, ça fait 3 mois que je suis des cours de piano. Charles Gershon, mon professeur de piano. Du coup, guitare, non? C'est que clavier? Que clavier. Pour un petit qui voudrait se lancer dans le beatmaking, qu'est-ce qu'il faut acheter? Qu'est-ce qu'il faut comme matos? Tu conseillerais de commencer avec quoi, toi? Frère, dans mon temps, on n'avait pas tant internet, fait que c'était tellement chiant, bro, mais présentement, bro, tu prends ton laptop, t'achètes, craque pas, achète.
T'achètes ton logiciel FL Studio, tu télécharges des banques de sons. Il y a des banques de sons partout qui sont gratuites sur Internet. Sinon, il y a des sites Internet qui Splice. C'est pas mal ça, bro. T'as juste besoin du laptop, des écouteurs, puis t'es bon, là. Tu peux être dans le top 10 Billboard si t'as ces deux outils-là, bro. Je te jure. En gros, tout à l'heure, quand on t'a demandé comment ta carrière professionnelle a un peu commencé, t'as dit que t'étais dans la cave de tes parents et que tu faisais du son. En vrai de vrai, à mon avis, il y a quand même eu quelques trucs qui ont fait quand même qu'un manager vienne te voir et qui s'intéresse à toi. Parce que, tu vois, je pense pas que n'importe qui dans sa cave aujourd'hui qui fait des prods, il y a un mec qui va toquer chez lui. Ah, j'entends que tu fais du son là, je passe dans la rue. Tu vois, je pense t'as quand même fait quelques trucs qui ont fait que t'as intéressé les gens, je pense. Ben, dans le fond, Montréal, c'est quand même une petite ville. Puis j'ai toujours été quelqu'un depuis que je suis jeune, ça fait on va dire 12 ans. Je faisais toujours des conneries sur Facebook. Genre, je filmais ma gueule, je faisais toujours des shit drôles. Puis en même temps, je jouais mes beats. Fait que ça fait en sorte que beaucoup de monde m'ajoutait sur Facebook. Puis beaucoup de monde écoutait mes trucs, genre. Fait que c'est vraiment grâce à ça de peut-être quelqu'un qui aime beaucoup se mettre de l'avant, qui aime se montrer. Fait que c'était peut-être ça mon avantage back then, que je puisse être, que mon manager il me notice. En gros, t'as utilisé un peu ta communauté, ta visibilité, qui était pas forcément de base basée sur le son, pour mettre en avant tes atouts personnels sur la musique, etc. C'est une très bonne question en plus parce qu'on me pose jamais la question de avant, genre avant les trucs de SoundCloud, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on te connaisse, mais c'était vraiment le fait de me mettre à l'avant sur Facebook. J'ai des paquets de vidéos que je fais n'importe quoi, puis les gens ils trouvaient ça drôle, ils envoyaient ça un peu partout. Ah shit, il fait des beats en plus, ils écoutent. Ah shit, c'était moins bon avant, mais il y avait pas beaucoup de monde qui faisait des beats. So, même si c'était pas bon, si tu faisais des beats, c'était bon. Les gens étaient contents. Après, il fait encore des vidéos, il fait n'importe quoi. Mathieu, attends, oh, j'ai dit ton nom. Non, mais c'est... Je m'en bats les couilles. C'est senti mal. Cortez et moi, on est réputés sur Instagram, on fout la merde. Le sap de Milan, s'il vous plaît. Yo, it's your boy PA, aka Pringle Armel, bitch. Casse les couilles. C'est un mode de vie, bro. So, ouais, En fait, moi, quand je suis tout seul sur Insta, on s'éloigne du sujet, mais je suis calme. Non. Ouais. Mais parce que tu m'as dans ami proche, c'est juste ça. Mais en vrai, je suis calme normalement. Mais avec lui, c'est lui. Ouais. Oh non, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un projet qui va sortir, Tortoise avec Classify? Vous avez l'air d'avoir une bonne alchimie, tout ça. Regarde. Qu'est-ce que alors, faut répondre. Mais là, sûrement. C'est évident, c'est sûr et certain. Mais on attend, tu comprends. Je veux définitivement faire une vraie tournée européenne avec Tortoise. Fait qu'on travaille sur ça. En fait, on veut juste faire un vrai truc. Tu sais, on pourrait, en vrai, là, on les a les 5. On pourrait faire un 5 titres, on le sort maintenant. Mais genre, on veut faire un vrai truc bien avec une tournée. Parce que même, on a des idées de concept pour la tournée, pour des trucs. Et on veut pas juste sortir ça à l'arrache. On veut trouver un tourneur qui est chaud de nous tourner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on veut sortir le truc carré. Et pour ça, bah, ça demande du temps. Et puis, le truc, c'est qu'on vit à l'étranger. Enfin, on vit pas au même endroit. Donc, du coup, on se voit peut-être 2 mois par an, vraiment. Bah, moi, je vais peut-être 2 mois à Montréal. Puis lui, vient peut-être une semaine chez moi. Donc, ça fait pas beaucoup. Et sachant que, comme il a dit, il envoie pas beaucoup de trucs sur Internet. J'ai reçu peut-être 2 prods cette année, pour dire. Mais c'est parce que c'est comme ça. Et moi, les seuls trucs qu'il m'envoie, c'est parce que je réponds à sa story. Je lui laisse pas le choix. Je lui dis ça, tu m'envoies. Tu vois. Mais sinon, il envoie pas de trucs. Et quand on fait, c'est qu'on crée en studio, tu vois. On est très efficace. Genre, dès que j'envoie un son, le lendemain, genre, à chaque fois que j'envoie quelque chose, it's a successful song. Like, il y aurait juste dessus direct, genre. Il y a aucune prod de moi vraiment qui traîne dans son ordi qui a pas utilisé. Genre, dès que j'envoie un truc, il réussit à faire une chanson avec. C'est pour ça que je pense que ça va être facile dès qu'on va décider de s'asseoir puis de dire, ok, on fait un EP ou un album, ça va être rapide. Mais par contre, tu vois, ce qu'il disait, c'est que c'est vrai que j'ai pas trop de chutes sur ces sons parce que de chutes, c'est genre les trucs que je garde pas. Alors que moi, je suis un mec qui jette beaucoup. Comme je te disais, quand tu fais un truc avec lui, c'est que t'aimes sa couleur. Par contre, c'est casse-tête un peu de faire des trucs sur ses prods. Parce que justement, c'est un autre délire. C'est pas les trucs en ce moment. Donc, c'est peut-être des flows qui vont être différents. Et il faut quand même penser au truc, il faut que ça marche. C'est vrai que je passe 4 fois plus de temps sur une instru de classe que sur une instru d'un autre. Mais au final, je garde toujours le son. Parce que je kiffe, c'est juste ça en fait. Vous pouvez juste nous raconter comment vous êtes connus? Parce que j'ai l'impression, genre, vous kiffez de fou et genre, vous travaillez grave bien ensemble. Comment vous êtes connus? On s'est connus sur Instagram. Il avait répondu à un de mes clips que j'ai sorti à l'époque qui s'appelait Paradis. Et après, je suis venu à Montréal, j'avais un concert. Et il m'a envoyé un message. Et il m'a dit, écoute, j'aime bien ce que tu fais. Moi, il savait déjà que j'aimais bien ce qu'il faisait. Il m'a dit, passe au studio. Enfin, je passe chez sa mère. Je suis allé. Et on a fait du C'était le plus beau jour de ma vie. On a fait du... Non, mais c'est gros. Non, mais gros, en fait, tu sais, des fois, il y a des connexions entre des gens. Genre, c'était écrit, genre, tu vois, on se connaissait pas. Le soir même, on était en club ensemble. On s'était jamais vu de notre vie. On se connaissait, hop, et c'était comme ça. La première fois qu'on s'est vu, on s'est dit, waouh, on est vraiment 2 cons. Ouais. Soyons des cons, on est sortis la même soirée. Et en fait, ça a marché autant dans la musique que dans la vie, tu vois. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, c'était devenu mon pote. Et le premier jour qu'on s'est vu, on a fait Dieu merci. C'était toujours un de mes sons préférés.
Yeah. Je rentre du studio, médite comme sur la map. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on voit que l'importance de l'image, elle est super importante, à la fois avec les photographes, les DJ, la présence sur Instagram. Juste une question du coup par rapport au beatmaker, à quel point c'est important la présence sur les réseaux, comment toi est-ce que tu traites ton image au quotidien, comment est-ce que tu fais, donner éventuellement des conseils pour ceux qui débutent. Est-ce que tu leur conseilles de plutôt se concentrer vraiment sur la création ou essayer en même temps en parallèle de aussi de bosser l'image pour le coup? Ben mon problème qui est quand même bon avec moi, c'est que je m'en fous de mon image puis je poste littéralement n'importe quoi sur mon Instagram. Genre imagine, genre je vais poster que j'ai filmé un jeu vidéo mais je sais que comme 75% de mes followers ils s'en foutent, genre. C'est juste moi, vraiment, sur les réseaux sociaux, je suis actif, mais à 100%. Je vais montrer ce que je mange, je vais montrer ce que je fais dans la vie, puis tout. Je trouve pas que c'est forcément important parce qu'il y a plein de gros peu douceux qui posent genre un story par année, puis les gens, tu sais, il y a des peu douceux qui posent aucune photo, puis qui sont basés vraiment sur la musique. Mais moi, je trouve que pour comprendre mon univers et mes prods, je pense que c'est important de savoir ce qui se passe behind, genre, mon truc. T'as placé une prod là dans l'album Future et Drake qui va sortir le mois prochain? Non. Du coup, il y a un album qui va sortir le mois prochain. Pour répondre, pour rebondir sur ce que Nabi a dit, avec l'histoire des type beats sur YouTube, il y a un phénomène entre guillemets qui s'est démocratisé de ouf, surtout avec le site Beatstar. C'est en mode tu proposes ta prod sur YouTube, tu fais un type beat, après tu peux la proposer un peu la bicraft sur le site au travers du site Beatstar. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes beatmakers du coup, donc je me comprends là-dedans évidemment. Il y a beaucoup de gens qui développent du contenu autour de ça. T'as ceux sur YouTube qui font des tutos, t'as d'autres gens qui vont faire des remixes comme moi évidemment sur Instagram, voilà. Et du coup, je me demande si ce genre de choses, ça peut vraiment fonctionner pour un producteur, dans le sens où genre, du coup, on développe notre image avant même de, je sais pas envoyer des prods aux artistes, mais genre on développe de ouf notre image en mode, on s'affiche en tant que beatmaker, on montre ce qu'on fait un peu, etc. Et je me demande si, du coup, les gens après, ils vont pas avoir cette image de, on est plus en mode créateur de contenu que créateur de prod ou compositeur, etc. Du coup, je me demande si est-ce que ça peut être une bonne technique ou... Moi, je trouve que c'est une très bonne technique parce que c'est important de donner au public toujours quelque chose, comme faut toujours que le public ait quelque chose sous la dent. Moi, je trouve que c'est important pour moi de comme, si je poste pas vraiment de trucs sur Internet, les gens vont juste me faire chier pour savoir c'est quand que je sors la prochaine chanson. Mais tu sais, behind this, moi j'ai, on va dire, j'ai une marque de linge qui s'appelle La Valorien. C'est un gros mouvement genre dans ma ville. Puis c'est juste plus de trucs que je donne aux gens. C'est pas forcément pour les distraire, mais c'est pour leur montrer que je suis pas juste un peu douceux. Je suis un artiste aussi, tu comprends? Parce que je pense que c'est important pour les gens de savoir ce qui se passe dans la vie de l'artiste un peu. Tu sais, genre c'est sûr que c'est important de donner beaucoup de musique, mais à un certain moment, je pense qu'il faut que les gens link avec l'artiste puis qu'ils sentent un certain lien. Tu sais, je pense que les plus gros artistes présentement c'est ça. Parce qu'il y a pas tant d'artistes, on va dire, à part The Weeknd, qui sont extra dark, qui parlent pas vraiment, qui font pas beaucoup d'interviews, puis les gens link avec eux. Fait que je trouve quand même, pour un producer en plus, c'est quand même important parce que nous, on rappe pas. Quand on sort une prod, on n'a pas de message vraiment à passer. Fait que grâce aux réseaux sociaux, on peut mieux passer un message d'une certaine manière vu qu'on rappe pas, tu sais. Le problème de nos jours avec les jeunes producers, que je vois souvent, ce problème-là, c'est que les gens, ils veulent commencer à faire des beats dans le but de forcément toujours placer. Genre, je veux faire des beats parce que je veux placer. Mais dans notre temps, quand on faisait ça, dans le temps de SoundCloud, on n'avait pas vraiment un chemin. Genre, on faisait du son, on faisait de la musique, mais on savait pas vraiment où est-ce qu'on allait, tu comprends? Présentement, vu que les gens ont une plus grande idée de ce que les producers font, maintenant, ils veulent faire du son, puis ils savent qu'est-ce qui vient après. Ok, je vais faire un beat, je vais placer, je vais faire plein d'argent, genre. Fait que c'est pour ça que, pour nous, quand je commençais justement de plus me montrer, c'est parce que je voulais juste, à la base, mon state of mind, c'était je veux faire de la musique, tu comprends? Le fait que je place présentement, qu'il y a beaucoup de monde qui me connaît, justement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui chantent, qui me connaissent, c'est à cause d'une chanson qui s'appelle Hyrule Castle, genre. Puis Hyrule Castle, c'est juste une prod de moi. Dans le vidéoclip, c'est dans une forêt, il y a un cul qui marche pendant 30 secondes. Puis après, tu me vois avec une canne à pêche, puis il y a un homme hors cuit sur la canne à pêche. Tout le monde me reparle de ce vidéo-là, tu comprends? Mais c'est pas forcément à cause d'une énorme prod que j'envoyais à quelqu'un, c'était juste parce que la vidéo était drôle, puis à partir de là, les gens ont pu connecter. Fait que c'est vraiment juste de base, avoir le state of mind le plus pur de vouloir faire de la musique, de vouloir faire ce que t'aimes, puis je pense qu'avec ça, tout va venir, genre. Ça un peu dire les gens qui rentrent dans la musique, ok, je veux placer direct, là ils font des type beats direct, puis ils cherchent ça sur Twitter, les mails de tout le monde pour envoyer des beats à tout le monde, tu sais, ça c'est un peu dommage pour la culture du beatmaking selon moi, tu sais. En vrai, je comprends de ouf parce que genre, il y a d'un côté
ce délire-là où tu te dis il faut absolument que je place, etc. Parce que en vrai, en France, on a trop cette vision de la prod dans le sens où si tu veux faire de l'argent avec, faut forcément placer sur le projet d'un gros artiste ou un truc comme ça. Tu vois, il y a ce côté-là où forcément t'essayes de placer pour avoir de l'exposition, travailler avec des gens, des grosses personnes, etc. Mais d'un autre côté, tu vois, genre je travaille avec un pote qui s'appelle Zach et genre où on fait de la musique depuis longtemps. Et genre là, la démarche est grave différente où c'est genre vraiment un mec avec qui je fais de la musique depuis longtemps. Du coup, je préfère travailler avec ce mec-là. Et plus je me dis que c'est plus intéressant de travailler avec lui parce que genre niveau expérience, musique, tout ça, c'est beaucoup plus intéressant et plus enrichissant que travailler avec un mec que je connais pas et qui est plus big. Et ouais, exactement, c'est exactement ce que tu dis. Mathieu, moi, j'aurais la chance de placer Imagine avec des gros noms. Je préfère donner la prod à genre Mathieu, à Tortoise. Parce que je sais qu'il va la détruire, tu comprends? Je sais que Tortoise, il est efficace, il va bien work dessus, puis je vais être satisfait du produit final que si je l'envoie à un gros artiste, que ça va prendre sûrement 1 an et demi pour faire quelque chose dessus, puis moi j'ai comme une prod qui dort pourrie dans mon ordi, pendant que je sais que quelqu'un autour de moi qui est aussi bon que l'artiste pourrait le tuer, tu comprends? Moi je voulais juste réagir un peu plus point de vue consommatrice de musique. Je trouve vraiment ça top maintenant que les beatmakers ils se mettent un peu plus sur les réseaux sociaux. Moi avant, quand j'étais là sur Instagram ou sur Twitter, c'est vrai que je suivais juste les artistes pour avoir leur actu ou enfin ceux que j'aimais bien. Et je me mets de plus en plus à suivre les beatmakers quand je vois qu'il y a des sons que je kiffe vraiment, que les prods étaient vraiment d'art derrière. Et je trouve ça trop bien parce que tu peux voir les futures actus des artistes au final, des prochains sons qui vont sortir. Ils mettent toujours des petits teasers, c'est super stylé. Ils montrent comment ils travaillent, ils communiquent leur passion et surtout on voit leur personnalité en fait. Et pour moi, un beatmaker c'est un artiste à part entière qui doit se mettre en valeur comme un rappeur, comme n'importe quel artiste en fait. Et pour le coup, voilà, je rebondis sur ce que tu dis, Tom. Je pense que c'est la meilleure des, je vais pas dire stratégie parce que je pense qu'il faut que ça vienne naturellement, mais c'est le bon move pour montrer un peu à ton futur public et même aux autres artistes que bah ta personnalité elle est cool, qu'en plus tu fais du bon taf et donc ça va leur donner envie de travailler avec toi et derrière comme il dit ça viendra naturellement, tu vas pouvoir placer des prods et moi je trouve ça de plus en plus cool et je trouve que c'est cool qui change un peu leur état d'esprit de se dire pas seulement on envoie tous les rappeurs au hasard et qui se disent plutôt on va faire quelque chose de qualitatif qui va être écouté à la fin. En fait, en gros, si tu veux, le conseil que tu donnes aux petits, aux jeunes qui veulent commencer, qui veulent faire ça, le but c'est pas de voir à peut-être très très long terme et à savoir où aller, mais juste se faire kiffer et faire sa passion quoi. J'ai un ami designer présentement qui étudie puis qui travaille avec quand même des gros designers puis il me dit frère, je suis content d'être autour de tout le monde mais ça fait 2 ans que je suis dans ça. Moi je me vois dans 20 ans, dans 10 ans, tu comprends? Fait que c'est vraiment une question de longévité et à long terme tu te perfectionnes le plus possible puis t'as pas besoin d'aller, regarde, t'es jeune, tu peux rester à l'école, tu peux travailler, pas 100% faire de la musique puis genre avec le temps là, si tu prends ça au sérieux, ça va marcher. Du coup, c'est quoi les prochaines étapes pour toi? Genre là, est-ce que tu te vois par exemple produire un artiste de A à Z, tu vois? Ouais, en fait, moi, ma situation, je vais dire dans la caméra, j'étais banni des États-Unis pendant 5 ans. Fait que, ouais, j'étais banni des États-Unis pendant 5 ans. C'est dans le temps que je travaillais avec justement Future The Weeknd, je pouvais pas fly aux États-Unis pour aller travailler avec eux. Les Américains, ce qu'ils aiment, c'est que tu le montres dans leur visage. Si c'est par email, c'est très dur de placer par email. Il faut vraiment que tu sois en studio avec eux. Fait que depuis juin 2019, pour retourner aux États-Unis. So, présentement, là, je suis en mode tranquille, genre je voyage, mais d'ici l'été, je veux voyager aux États quand même pour placer vraiment avec les gens. Parce que c'est vraiment dur placer par email, genre. J'ai vraiment été chanceux d'avoir pu placer certaines chansons, genre avec Young Thug, par email, parce que comme je te dis, genre, il faut vraiment que tu sois devant eux pour envoyer des trucs. Personnellement, là, je sais pas, je veux pas briser le rêve de personne, mais selon moi, ma théorie, c'est que quand t'envoies un son par email, s'il l'aime vraiment beaucoup, il va enregistrer dessus, puis il va faire son producer local, faire un son exactement pareil. Fait qu'à la base, il va utiliser ton son pour faire un hit, mais il va faire un autre gaffe pour faire le beat. Pourquoi t'étais banni des States? J'étais banni des States parce que... Non, c'est parce que dans le fond, au début, je travaillais dans un groupe qui s'appelle Low Pros. Ça, c'est un groupe, il y avait Metro Booming, il y avait A-Track, il y avait Travis Scott. Dans le fond, on sortait juste des gros projets ensemble. Puis j'allais en studio, j'allais aux États-Unis à chaque 2 semaines, in and out tout le temps. On top of that, j'avais des sets en live, j'allais tout le temps, mais je montais aux douanes, puis je disais pas aux douanes que je travaillais, tu comprends? Je disais que je visitais. Puis une fois, ils ont tellement vu que je venais tellement, j'ai pris mon téléphone, puis ils ont vu que je jouais là-bas sans visa. Je travaillais là-bas sans visa, mais comme j'ai pas forcément du regret parce que je faisais tellement pas d'argent dans ce temps-là qu'imagine, je faisais des shows pour 150 €. So imagine, on me payait un 700 € pour un show. Moi, je devais payer mon propre vol, mon propre hôtel, fait que je finissais par pas faire d'argent. Je faisais vraiment ça pour me faire connaître. Fait que je ferais pas ça nécessaire à ce moment de ma carrière, essayer de me faire un visa qui va me coûter 10 000 $ pour faire des petits shows de merde, tu comprends? Fait que j'étais vraiment en mode me développer en tant qu'artiste, puis les douanes n'ont pas compris. Ok, mais BG, c'est la fin du débat. Franchement, on peut résumer ce débat au fait de kiffer ce que vous faites, mais avant tout, soyez passionnés. Kiffez avant de penser à placer vos prods et vous faire de l'argent. Je pense qu'on
qu'on a aussi répondu à la question de comment percer en étant beatmaker et comment gagner de l'argent en étant beatmaker. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'hab, likez, partagez, commentez, menez. Et merci à Tortoise et à Classified d'avoir été là aujourd'hui, mes BG. On se retrouve pour une autre Camino Daily, mes BG. Bye bye.